pouvez-vous, dans un premier temps, nous dresser un bilan des actions spécifiques menées en 2020 et 2021 pour lutter contre les violences, nous indiquer le montant des dépenses supplémentaires liées à la mise en place de ces mesures, enfin nous préciser ceux des dispositifs mis en place qui ont vocation à être pérennisés. L'actualité de votre ministère concerne aussi, indépendamment des conséquences de la crise sanitaire, le bilan du Grenelle de lutte contre les violences conjugales. Ces initiatives avaient été rendues publiques pour des raisons symboliques à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes du 25 novembre 2019, à quelques semaines du deuxième anniversaire de la conclusion de ce Grenelle. Où en sommes-nous? Nous aimerions également avoir un bilan précis de l'attribution par département des places d'hébergement supplémentaires annoncées dans le cadre du Grenelle, ainsi qu'un point sur la montée en charge des dispositifs prévus dans le cadre du renforcement de la politique pénale de lutte contre les violences, c'est-à-dire les téléphones grave danger et les bracelets anti-rapprochement plus précisément. De plus, comme c'est l'usage à cette période de l'année, nous attendons de vous un état des lieux des dispositions du projet de loi de finances pour 2022 concernant votre ministère. Il y a des batailles qui transforment toute une société et qui rehaussent une nation. Et je crois que l'égalité entre les femmes et les hommes est de ces batailles. Longtemps ensevelies sous l'indifférence collective, ces inégalités insupportables sont désormais regardées en face par notre société tout entière et avec l'intransigeance qu'elle mérite. Dans ce contexte, comme vous le savez, le président de la République a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause de son quinquennat. Et parce que l'égalité est impossible sans éradiquer le fléau des violences, le combat contre les violences faites aux femmes en constitue le premier pilier. Et vous l'avez mentionné à plusieurs reprises, Madame la Présidente, parce que ça a été une étape extrêmement importante de notre travail. Et ce travail qui a été fait sur les violences conjugales avec le Grenelle de violences lancé le 3 septembre 2019 avait cette ambition d'éradiquer ce fléau des violences conjugales et intrafamiliales dans notre pays. Et l'ensemble des ministères et des acteurs de l'État ont été mobilisés sur cette question. Parce que ces violences s'opèrent dans toutes les sphères de notre société, parce que les réponses à offrir pour les enrayer mobilisent une kyrielle d'acteurs différents aux côtés des associations, ce combat est par définition un enjeu interministériel. La première fois que j'ai eu l'honneur d'être auditionnée par votre délégation le 5 novembre 2020, 23 des 46 mesures du Grenelle avaient été réalisées et 20 mesures étaient en cours de réalisation. Alors où est-ce que nous en sommes à présent ? Je veux commencer par vous dire que 100% des mesures du Grenelle des violences conjugales ont été engagées. Aujourd'hui, 35 d'entre elles sont pleinement réalisées et 11 sont en cours de réalisation. Et parmi les mesures emblématiques qui nous restaient à déployer l'an dernier, j'aimerais notamment m'arrêter sur 3 d'entre elles. Je pense notamment, et vous m'avez interrogé là-dessus, à l'extension des horaires du 39-19, une mesure ô combien importante pour les victimes de violences. Comme vous le savez, le gouvernement souhaitait initialement passer par une procédure de marché public. Nous avons toutefois entendu les associations, les parlementaires, et vous m'avez interpellé également, Madame la Présidente, et les élus locaux également. Et je crois que nous avons eu envie de faire preuve de pragmatisme et de célérité avec une seule boussole, la préoccupation pour les victimes. Et c'est pourquoi, le 25 mai dernier, j'ai signé la nouvelle convention pluriannuelle d'objectifs entre l'État et la Fédération nationale Solidarité Femmes. Une première étape avait été franchie le 28 juin. Ça va ? Nous avions franchi une première étape le 28 juin puisque les horaires du 39-19 avaient été étendus 24 heures sur 24 du lundi au vendredi et l'extension 7 jours sur 7 a été rendue effective le 30 août dernier. Nous avons ainsi tenu notre engagement du passage à des horaires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour toute la France, dans l'Hexagone et sur les territoires ultramarins. Cette demande de longue date est aujourd'hui
aujourd'hui une réalité et je voudrais vous partager quelques chiffres. Du 28 juin au 24 septembre 2021, ce sont 31 190 appels supplémentaires qui ont pu être pris en charge pendant la nuit par les écoutantes du 3919. Cette extension se traduit également par une meilleure connaissance de la ligne d'écoute des personnes en situation de handicap qui n'hésitent plus maintenant à appeler, et je pense aux personnes aphasiques ou aux personnes malentendantes. En outre, il a d'ores et déjà été constaté en juillet 2021 une augmentation de 42% des appels provenant des DOM, signe que ce numéro est désormais plus accessible à ces territoires. Autrement dit, ces nouveaux créneaux de nuit ont permis à des femmes extrêmement vulnérables de trouver une écoute ainsi qu'un soutien psychologique nécessaire afin d'éviter l'escalade de la peur. Enfin, pour répondre à votre question, Madame la Présidente, l'engagement financier de l'État a significativement progressé ces dernières années afin d'assurer l'extension des horaires du 3919. La subvention du programme 137 à la FNSF était de 1 621 000 € en 2018. Elle est passée à 1 950 € en 2020 et puis elle se hissera à 2 557 000 € en 2021. La deuxième mesure capitale que je voudrais souligner est la création de places d'hébergement d'urgence supplémentaires pour les victimes. C'est un sujet important qui revient très régulièrement dans les interrogations. À la suite de l'annonce faite à l'occasion du comité interministériel à l'égalité entre les femmes et les hommes du 8 mars 2018, nous avions prévu de garantir 5 000 places d'hébergement. Et parce que les demandes étaient de plus en plus importantes, parce que la parole se libère de plus en plus, le gouvernement a souhaité aller encore plus loin. Et c'est pourquoi, avec Emmanuelle Wargon, nous avons créé 1000 nouvelles places d'hébergement en 2020 et nous en créons 1000 supplémentaires en 2021, portant ainsi le parc total d'accueil des victimes de violences à 7800 places d'ici la fin de cette année. Et cela nous permettra d'augmenter le nombre de places d'hébergement depuis 2017 à 60%. Par ailleurs, permettez-moi de souligner que le financement des nouvelles places de 2021 a été revalorisé de 30% avec un coût à la place qui est passé de 25 € à 35 € en moyenne sur le territoire national. Enfin, une autre mesure importante que nous étions en passe de concrétiser il y a un an lorsque j'étais ici devant vous, c'est la mise en place de 30 centres de prise en charge des auteurs de violences. La prévention et la fin du cycle des violences constituent des enjeux essentiels, comme vous le savez, des politiques publiques dans leur dimension sociale, judiciaire et sanitaire. Et nous avons ainsi pris le sujet de la récidive et donc des auteurs à bras-le-corps. Il s'agissait d'une revendication forte des victimes et des associations qui est ressortie du Grenelle. Et ce constat s'appuyait aussi sur des initiatives telles que des foyers d'accueil comme l'Altérité de Besançon ou le Home de Rosati à Arras. À ce jour, 18 centres de prise en charge ont été ouverts en 2020 et ils sont opérationnels et les autres le seront très prochainement avant la fin de cette année. Ainsi, chaque région est ou sera pourvue d'au moins un centre et on en recense 3 dans les grandes régions, y compris sur les territoires ultramarins. Ces centres de prise en charge présentent toutes des actions de responsabilisation des auteurs et un accompagnement psychothérapeutique et médico-social ainsi que des actions d'insertion socio-professionnelle. Environ 3000 hommes ont été reçus par ces centres de prise en charge depuis leur ouverture et on sait déjà qu'ils contribuent à réduire la récidive. Les terribles féminicides de Mérignac et d'Hayange nous ont malheureusement rappelé que le combat que nous menons est un combat permanent, un combat qui ne s'arrête jamais, pour reprendre les mots du Premier ministre. Dans ce contexte, après la remise de 2 rapports d'inspection, le Premier ministre a décidé de mettre en place 6 nouvelles mesures et des moyens supplémentaires pour mieux protéger les victimes, mieux suivre les auteurs de violences et mieux coordonner les acteurs engagés au niveau national, mais aussi au niveau local. Commençons par les téléphones grave danger. Pour mieux protéger les victimes, 3000 téléphones grave danger seront mis à disposition des juridictions d'ici le mois de novembre 2021. Cela correspond à une augmentation de 65% par rapport à aujourd'hui. Et comme l'a affirmé le Premier ministre le 3 septembre dernier, nous en mettrons autant que nécessaire à disposition des parquets. Mieux protéger les victimes, c'est aussi renforcer le déploiement des bracelets anti-rapprochement, de
Depuis décembre 2020, le gouvernement en a déployé 1000. Un plan de renforcement pour accroître leur recours a été mis en place et le garde des Sceaux a publié une dépêche le 21 mai 2021 à destination des parquets pour accélérer le déploiement de ces nouveaux outils. La dépêche du garde des Sceaux prévoit notamment un suivi statistique régulier sur les attributions de ces bracelets dans chaque juridiction et la désignation d'un référent national et d'un référent au sein des parquets. Au 20 septembre 2021, 414 bracelets avaient été prononcés, dont 305 actifs. Cette mesure, comme vous le savez peut-être, a déjà fait ses preuves en Espagne et elle constitue une étape importante dans notre combat contre les violences. Et si nous avons avancé depuis un an, nous devons en revanche incontestablement faire davantage et accélérer leur utilisation. Et à l'instar des téléphones grave danger, le gouvernement s'en achètera autant que nécessaire. L'enjeu réside désormais donc dans leur déploiement et leur utilisation. Éric Dupond-Moretti a également œuvré à augmenter le nombre d'ordonnances de protection qui protègent les femmes victimes de violences conjugales indépendamment des plaintes qu'elles peuvent poser, parce que vous savez que certaines d'entre elles sont tellement sous emprise, elles ont tellement peur, elles ont tellement honte parfois qu'elles n'osent pas déposer plainte. Eh bien, avec ces ordonnances de protection, nous pouvons les protéger sans même qu'elles n'aient à déposer plainte. Et les résultats sont au rendez-vous puisque nous avons enregistré une augmentation de 62% des demandes entre septembre 2018 et septembre 2020. 72 juridictions ont par ailleurs mis en place des circuits de traitement dédiés aux violences intrafamiliales, au pénal comme au civil. Et on a vu là aussi la nécessité d'avoir un traitement spécifique et protecteur. Le nombre de condamnations prononcées pour le sujet qui nous réunit aujourd'hui était de 22 228 en 2017 et il est passé en 2020 à 33 784. C'est une progression de 50% que nous ne pouvons que saluer et cette tendance haussière devrait s'accentuer en 2021. Mieux protéger les victimes, c'est aussi faire de la lutte contre les violences conjugales la priorité numéro 1 des forces de l'ordre. Et Gérald Darmanin a décidé de renforcer le travail des policiers et des gendarmes sur ce sujet. Presque 90 000 policiers et gendarmes ont ainsi reçu une formation pour un meilleur accueil et un accompagnement des victimes. Et en parallèle, depuis le Grenelle des violences conjugales, 123 travailleurs sociaux ont été recrutés et on en recense aujourd'hui 394 au total pour sensibiliser les forces de l'ordre à l'accueil et à la prise en charge des femmes victimes de violences. Enfin, pour mieux suivre les auteurs de violences, le gouvernement a décidé de renforcer le contrôle et la détention et l'acquisition des armes. Cela va se traduire par l'élargissement du périmètre du fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes aux décisions pré- et post-sententielles, ainsi que la mise en place d'une interconnexion plus importante entre ce fichier et les casiers judiciaires. Nous allons également créer un fichier des personnes condamnées pour des violences conjugales afin de faciliter le partage d'informations entre les forces de l'ordre et les services de la justice. Ce fichier sera actualisé en fonction des actions conduites par les services de police et de gendarmerie et des mesures prononcées par la justice. Il favorisera ainsi la vision d'ensemble et les détections des signaux faibles permettant la prise de mesures d'accompagnement, de prévention et de protection. Enfin, le renforcement de la coordination territoriale et notre engagement au plus près des victimes constituent une priorité absolue. Je ne veux plus entendre des personnes me dire « Madame la ministre, je connais une personne qui est victime de violence, mais je ne sais pas quoi faire ». Et nous en avons d'ailleurs déjà parlé, Madame la Présidente. Les terribles féminicides d'Ayange et de Mérignac nous ont montré qu'il y avait des dysfonctionnements importants sur le terrain et un déficit de coordination entre les acteurs. À chaque fois, même si le dispositif de protection était disponible, ils n'ont pas forcément été mobilisés, faute de circulation de l'information entre les différents services, de suivi partagé sur les situations individuelles. En somme, la coordination est la clé de la réussite de notre action collective en matière de lutte contre les violences. Parce qu'on le voit bien, il suffit qu'il y ait un seul maillon de la chaîne qui ne joue pas son rôle pour que les conséquences à l'arrivée soient totalement dramatiques.
La question du pilotage local des politiques de lutte contre les violences constitue dès lors un enjeu crucial. Elle permet une réelle effectivité et efficacité des dispositifs de protection des victimes et de suivi des auteurs de violences conjugales. C'est pourquoi le Premier ministre a décidé d'optimiser le partage d'informations entre les acteurs locaux afin d'améliorer leur coordination et mieux protéger les victimes. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'étais très heureuse d'être au congrès des maires ruraux de France, parce qu'on ne le dira jamais assez, dans les zones rurales, les maires sont souvent les premiers contacts des victimes de violences conjugales. Ce meilleur partage d'informations se traduira dans la pratique par la mise en place d'un comité de suivi des situations individuelles piloté par la justice, et elle se réunira mensuellement. Et un pilotage renforcé des mesures de lutte contre les violences faites aux femmes avec une seule instance au niveau départemental se réunira également tous les 3 mois pour discuter de ces sujets. Donc nous aurons une partie opérationnelle qui réunira tous les acteurs locaux, y compris les associations, tous les mois. Et au niveau stratégique, cette réunion aura lieu tous les 3 mois autour du préfet. Autour du préfet, n'est-ce pas ? La circulaire permettant cette coordination a été publiée au début du mois de septembre. Et cette circulaire permettra de simplifier le nombre d'instances de pilotage de la politique de lutte contre les violences. Vous le savez, il y a souvent au niveau local beaucoup de silos dans les différentes actions qui sont menées. Et même lorsque les personnes sont de très bonne volonté, eh bien, la coordination et le travail collectif n'est pas toujours aussi efficace que nous le souhaiterions. Et cette coordination est notre leitmotiv pour que nos réponses soient le plus efficaces possible sur le terrain. Une coordination au niveau local, mais aussi et surtout au niveau local, au niveau national, mais surtout aussi au niveau local, pour réaliser ce dernier kilomètre est donc absolument indispensable pour lutter contre les violences. Et en ligne de mire, il s'agit aussi de faire émerger les territoires en difficulté, d'identifier les besoins réels et spécifiques de certaines localités qui sont parfois éloignées de certains dispositifs. Vous l'aurez compris, ce combat contre ce fléau des violences intrafamiliales constitue une véritable priorité de notre gouvernement. Et j'organiserai d'ailleurs le 14 octobre prochain une grande journée de débat sur ces sujets qui réunira non seulement les associations, les victimes, les experts, mais aussi les élus, parce que je crois à la force des témoignages, à la force du partage des bonnes pratiques, et plus nous parlons de ces sujets, plus la société s'en empare. Au-delà de ces mesures spécifiques pour lutter contre les violences faites aux femmes, le gouvernement et la majorité ont adopté des mesures fortes et extrêmement concrètes pour favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. Sans vous faire de liste à l'après-vert, je voudrais vous en rappeler quelques-unes. L'allongement du congé paternité qui est passé de 14 à 28 jours depuis le 1er juillet dernier. La mise en place du service public des pensions alimentaires qui est en vigueur depuis le 1er janvier pour en finir avec les impayés qui plongent beaucoup de familles monoparentales dans une grande précarité, et 85% de ces familles sont portées par des femmes. 2 engagements que j'avais pris devant vous il y a 1 an et que nous avons concrétisés depuis avec Olivier Véran et Adrien Taquet. Et je pense également, bien sûr, à la gratuité de la contraception pour toutes les femmes jusqu'à 25 ans qui a été annoncée par le ministre des Solidarités et de la Santé il y a 15 jours. C'est une mesure importante de solidarité, et les crédits inédits que nous avons débloqués pour lutter contre la précarité menstruelle qui touche aujourd'hui 2 millions de femmes dans notre pays. Et s'il faut évidemment se garder de verser dans l'autosatisfaction, je crois que toutes ces actions sont des mesures d'une très grande ampleur qui œuvrent à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre la précarité. Et je tiens à remercier la majorité parlementaire de nous avoir soutenus dans leur adoption et leur mise en œuvre. Permettez-moi maintenant d'aborder un autre enjeu qui est corrélé à ce que je viens d'évoquer, c'est l'égalité professionnelle et l'autonomisation économique des femmes. Je sais, Madame la Présidente, combien vous êtes sensible à ces questions. Nous en avons discuté à plusieurs reprises. Et lutter contre les inégalités salariales a été un sujet dont le gouvernement s'est emparé de 2018 en créant l'index de l'égalité professionnelle. Depuis 2020, mars 2020, il est obligatoire cet index pour les entreprises de plus de 50 salariés.
Et il a commencé à faire ses preuves, même si on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Le taux de répondants s'est considérablement amélioré puisqu'il est passé de 59% en 2020 à 70% au 1er mars 2021. Et si la note moyenne augmente d'1 point par rapport à 2020 pour s'établir à 85 sur 100, eh bien, force est de constater que seuls 2% des entreprises de plus de 50 salariés dans notre pays arrivent à payer les femmes et les hommes le même salaire, alors même que ça devrait être la norme. Et 13% de ces entreprises oublient encore d'augmenter les femmes à leur retour de congé maternité, bien que cette disposition soit prévue dans la loi depuis 2006. C'est la preuve qu'il reste des marges de progression et que la majorité des entreprises doit encore produire des efforts significatifs pour faire progresser cet index. Par ailleurs, à la fin du mois, le Sénat examinera la proposition de loi portée par Marie-Pierre Rixain et Christophe Castaner et que l'Assemblée nationale a votée à l'unanimité au mois de mai dernier. J'ai l'intime conviction que ce texte sera une véritable révolution pour les femmes et pour notre société tout entière. Et des pays, au niveau international, s'intéressent déjà à ce que nous avons fait. Et au-delà des quotas qu'elle instaurera, je considère qu'en s'attaquant au vivier dès l'enseignement supérieur et aux places en crèche pour les mères seules, il s'agit d'une loi qui aura un impact profond sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans notre société. J'ai dès lors toute confiance dans les élus de cette haute assemblée, sous l'impulsion de votre délégation, pour rejoindre le chemin tracé vers l'égalité par cette proposition de loi. Mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices, toutes les mesures que je viens d'évoquer devant vous s'appuient sur un effort budgétaire important. Je le sais, l'argent, c'est le nerf de la guerre, qu'on le veuille ou non. Et le budget alloué à mon ministère a augmenté de 40% en 2021 et il augmente, en 2020 et il augmentera encore de 25%. Je reprends. Il a augmenté de 40% en 2021 et il augmentera encore de 25% l'année prochaine. Cette hausse budgétaire sans précédent traduit dans les faits que nous sommes totalement engagés pour faire avancer cette grande cause du quinquennat et ces 9,1 millions d'euros que nous obtiendrons pour 2022, que nous avons obtenus pour 2022 vont permettre de travailler sur 3 sujets importants. D'abord, la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes parce que c'est encore un travail de longue haleine. Ensuite, l'égalité économique entre les femmes et les hommes. Et enfin, l'accès aux droits et la diffusion de la culture de l'égalité. Les crédits du programme 137 dévolus aux associations seront ainsi soit stabilisés, soit en progression. Ces crédits supplémentaires seront consacrés à la montée en puissance des mesures issues notamment du Grenelle. Je pense par exemple à l'extension du 3919, au renforcement de la structuration du réseau de lieux d'écoute, d'accompagnement et d'orientation et des accueils de jour, ainsi que leur maillage territorial. Et je pense aussi à la montée en charge des centres de prise en charge des auteurs de violences. Et concernant l'exécution sur lequel vous m'avez interrogé, Madame la Présidente, le taux d'exécution des crédits du programme 137 pour l'exercice 2020 s'élevait à 99,43%. Je ne voulais laisser aucun centime. Il s'agit là des autorisations d'engagement et en termes de crédits de paiement, nous étions à 98,83%. Mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices, le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes est porté par l'ensemble de ce gouvernement. Ce combat transcende les clivages partisans. Ce combat n'est pas un combat idéologique. C'est un combat culturel et c'est un enjeu de civilisation. Les progrès que nous avons accomplis depuis 4 ans sont le résultat d'un travail de co-construction que nous devons absolument poursuivre. Je sais, évidemment, le travail important réalisé par le Sénat et plus particulièrement par votre délégation, et le rôle à la fois d'aiguillon et de vigie que vous jouez. C'est pourquoi je veux encore une fois vous en remercier et que je sais pouvoir compter sur votre engagement sans faille, comme vous savez que vous pouvez compter sur le mien en retour. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour ces propos qui ont l'avantage de répondre à beaucoup de questions qui vous avaient été posées dans mon propos liminaire. Et donc, je vais d'ores et déjà, immédiatement, passer la parole aux sénateurs, aux sénatrices qui l'ont demandé pour vous interroger. Et donc, je vais passer la parole en premier à Martine Filleul. Je vous remercie, Madame
Madame la ministre, eh bien, merci de votre présentation tout à fait détaillée et très exhaustive. J'aurais souhaité vous interroger sur 2 sujets. Le premier que vous avez évoqué m'intéresse beaucoup et je partage votre analyse à propos des instances de pilotage et la nécessaire coordination entre tous les acteurs qui interviennent localement autour des sujets de violences faites aux femmes. Ça m'apparaît vraiment une priorité et je trouve que vraiment c'est vraiment très bien d'y penser et de les mettre en place. Cependant, je voulais vous demander comment vous avez prévu, enfin qui avez-vous prévu de mettre autour de la table? Moi, dans ma région, quelle que soit la bonne volonté des uns et des autres, je dispose de très peu d'informations et j'ai beaucoup de mal à obtenir l'information sur la situation, les chiffres, les moyens mis à disposition. Et je me posais la question de savoir si vous aviez l'intention d'associer toute ou partie des parlementaires et comment, dans quelle instance précisément. Ensuite, je voulais vous poser une question financière. Vous avez évoqué des nouveaux projets ou l'approfondissement d'un certain nombre de politiques déjà mises en place. Tout ça est très bien, mais nécessite, je pense, des moyens déconcentrés pour rendre très efficace l'opérationnalité. Et il s'avère qu'il y a des départements, des régions qui sont vraiment dépourvus de moyens ou qui ont des moyens qui sont complètement insuffisants par rapport à l'importance des situations. Bon, dans ma région des Hauts-de-France, par exemple, c'est le cas. On a quelques personnes qui sont, 2, je crois, qui sont vraiment extraordinairement dévouées, qui font un travail formidable, mais les moyens en accompagnement, enfin j'allais dire en secrétariat, même si les termes ne sont pas exacts, ils sont vraiment très démunis et se reposent beaucoup sur les forces associatives. Est-ce que vous avez prévu des moyens supplémentaires déconcentrés? Voilà, c'était ma deuxième question. Je vous remercie beaucoup. Merci, chers collègues. Je laisse peut-être Madame la Ministre répondre à cette première série de questions qui est alimentée par les territoires. Et c'est vrai que chacun a son ressenti. Il y a des mesures et après, il y a le ruissellement dans les départements qui est important. Je vous laisse répondre, Madame la Ministre. Je vais commencer par la deuxième question parce que c'est la plus simple d'un point de vue financier. Je suis bien consciente que tous les territoires ne disposent pas des mêmes moyens financiers. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé d'investir, si je puis dire, la quasi-totalité de mon budget, de l'augmentation de budget que nous avons reçue aux associations locales. Parce que quand je vous parlais tout à l'heure des fameux derniers kilomètres, je suis bien consciente que sans les associations, nous n'y arriverions pas. Par conséquent, nous avons un large maillage territorial en termes d'associations et c'est assez fabuleux de se rendre compte que bien qu'il y en ait déjà beaucoup, il y en a de plus en plus qui se créent au quotidien. Et c'est pour ça que nous allons, dans les 9 millions que nous avons obtenus en plus, eh bien, je crois que presque 80% de ce budget va être investi pour aider les associations qui travaillent sur les questions des violences localement. Je ne sais pas... D'un point de vue, je sais qu'il y a des budgets qui sont octroyés par les régions, par les départements. Je sais que certains départements sont sous-dotés par rapport à l'ampleur du travail qu'il y a à faire. C'est pour ça que nous travaillons beaucoup avec les collectivités locales et territoriales pour les sensibiliser sur ces questions. C'est pour ça que dans la journée que nous allons organiser la semaine prochaine, le 14 octobre, eh bien, nous avons décidé d'inviter des élus locaux. Vous me posiez la question qui va être impliqué dans toutes ces questions. Moi, je veux que nous ouvrions le plus largement possible parce que les acteurs, la chaîne de solidarité pour traiter les violences faites aux femmes est absolument colossale.
colossal. Vous avez la police, vous avez la justice, vous avez les associations, vous avez les délégués aux droits des femmes, vous avez les élus locaux. Enfin, et si nous n'avons pas une bonne coordination de cette équipe finalement, et si les gens ne se parlent pas, on n'y arrivera pas. Donc on n'a pas forcément, malheureusement, encore aujourd'hui la visibilité sur tous les budgets qui sont utilisés par les collectivités locales et territoriales, et c'est probablement un travail sur lequel peut-être nous pourrions avancer ensemble, parce que avec les connaissances qui sont les vôtres, peut-être que ça pourrait nous être extrêmement utile, et c'est peut-être un chantier que nous devrions adresser. En termes de coordination locale, les personnes que nous avions décidé de réunir autour du préfet, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est police, justice évidemment, c'est les délégués aux droits des femmes, ce sont les ARS et ce sont les associations. Parce que ce sont là, les 4 ou 5 acteurs que je viens de vous citer là, sont ceux qui ont la meilleure connaissance de ce qui se passe sur le terrain. C'est vers ces personnes-là que très souvent les victimes se tournent lorsqu'elles sont en difficulté. Mais si, alors évidemment les élus sont impliqués, certains sont plus impliqués que d'autres, mais c'est quelque chose que nous avons déjà discuté avec le ministère de l'Intérieur, et puisque le préfet va être celui qui va piloter ces comités de pilotage, je ne puis imaginer qu'il oublie les élus locaux dans ce travail. Mais peut-être que ça mérite d'être rappelé. Quand je vois vos yeux, je me dis que peut-être j'ai compris le message. J'ai compris le message. Et comme je l'ai dit, il y a 2 structures différentes. Il y a une structure opérationnelle qui va davantage traiter des situations individuelles. Vous voyez ? Et puis, il y a le comité de pilotage stratégique qui, lui, sera plus resserré. Est-ce que j'ai répondu à vos questions ? Je crois que notre collègue Martine Filleul voulait juste rebondir sur... je voyais qu'elle me faisait signe, alors je lui redonne avec les yeux, je lui redonne la parole. Merci, Présidente. Oui, je crois m'être mal exprimée par rapport à la première partie de ma question par rapport aux moyens. Vous m'avez répondu sur les associations et je vous en remercie beaucoup. Mais moi, je voulais parler des moyens des services départementaux d'égalité entre les hommes et les femmes. Certains départements n'ont pas de délégué départemental et d'autres n'ont pas de moyens nécessaires pour bien fonctionner. Mais pardonnez-moi de c'est peut-être moi qui ai mal répondu à votre question, parce que vous avez parfaitement raison. Nous n'avons pas toujours la visibilité sur ce qui se passe dans certains départements, dans certaines régions, encore moins sur les budgets exacts qui sont investis. Vous savez combien chacun est un peu jaloux de ce type d'information, et c'est pour ça qu'il serait peut-être intéressant, Madame la Présidente, que nous puissions travailler ensemble et voir comment nous pouvons motiver certains départements et certaines régions à une meilleure collaboration avec l'État pour pouvoir répondre à cette question. Mais c'est un bon point sur lequel aujourd'hui ça reste un peu une nébuleuse, je le reconnais. Merci Madame la Ministre. Alors je vais prendre peut-être 2 questions par 2 questions. Une autre réponse peut-être. Pardon ? Oui. Ah non, je ne crois pas. Votre question portait sur notre réseau ? Oui. Oui. De délégués, je l'avais pas. Non. Les délégués aux droits des femmes qui se trouvent dans les départements. Pardonnez-moi. Et régionalement, éventuellement. J'étais restée sur les moyens financiers des régions et des départements. Pardonnez-moi. D'accord. Donc, a priori, nous avons non, c'est même pas a priori, je suis certaine que nous avons une déléguée. Enfin, un délégué, ça peut être un ou une déléguée par département. Ça, c'est une certitude. On a également une équipe régionale de 4 personnes qui est composée d'une directrice, d'une adjointe, d'une chargée de mission et d'un cadre de gestion. Et nous avons également les mêmes structures sur les DOM. Ça, je peux vous le garantir. Je n'ai pas l'impression que vous soyez convaincu de cela. D'où vient votre doute ? Mais écoutez, je vais peut-être réactualiser mes informations, mais moi, je n'ai pas eu le sentiment qu'il y avait des équipes aussi fournies
dans ma région. Eh bien, c'est ce qui devrait être le cas. Alors, je ne parle pas des postes vacants, mais en tout cas, c'est ce que nous avons construit dans les régions et départements. Donc, si vous avez des exemples de défaillance, n'hésitez pas à nous les remonter et nous allons regarder la raison pour laquelle ça n'est pas le cas. Mais ce sont les équipes constituées, en tout cas, ce sont les ressources humaines que nous avons dans ces départements et dans ces régions. Alors, peut-être que juste pour préciser, on parle département-région, donc dans chaque département, il doit y avoir donc... Dans chaque département, il doit y avoir une déléguée. Ça on est d'accord. Et s'il y a un département où nous n'avons pas de déléguée, je serais heureuse de le savoir. Ouais. Ensuite, dans les régions, nous avons 4 personnes. Une directrice, une directrice adjointe, une chargée de mission et un cadre de gestion. Alors, je pense que la difficulté réelle, c'est que, en réalité, plus on est prêt, mieux on gère. Et c'est vrai que les délégués départementales ou départementaux, eh bien, en réalité, sont les seuls à faire le travail au niveau du département et sont les premiers acteurs et ont du mal finalement parce que souvent ils sont, lorsque je dis ils sont seuls à porter le sujet pour tout le département et la région c'est loin, d'autant plus dans certaines régions qui sont devenues des régions taille XXL et donc je crois que l'efficacité ça serait quand même d'avoir des équipes dans chaque département qui soient au plus près et qui viennent étoffer le délégué qui n'a pas de capacité à tout porter. Voilà, c'est plus ce message qui était transmis, je pense, parce que autant vous avez répondu très précisément sur finalement département-région, mais on ne peut pas assimiler l'action de la même manière au niveau de la région, au niveau des départements, et tout se passe au niveau du département. Et lorsqu'on va mettre les personnes autour de la table chaque mois, comme vous le disiez tout à l'heure, eh bien, ce sera la déléguée, mais la région, elle ne sera pas là. Et donc, il y aura une perte d'efficacité. Voilà, c'est plus cette remarque. Voilà, Madame la Ministre. Mais c'est une... alors, pour être très sincère avec vous, j'ai déjà entendu ces remontées lorsque je suis en déplacement sur le terrain. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup parce que le sujet des violences est maintenant sur la table. Donc, la parole se libère de plus en plus. Si nous n'avons pas les bonnes personnes pour pouvoir les recevoir, les accueillir, ça ne fonctionnera pas. Donc, moi, je suis bien consciente que notre réseau pourrait être mieux étoffé, c'est le moins qu'on puisse dire. Il pourrait être mieux étoffé parce que les enjeux et les besoins ont augmenté. Et je sais que nous avons encore un travail en profondeur à faire là-dessus pour qu'elle soit mieux épaulée et mieux accompagnée. Et c'est quelque chose sur quoi nous travaillons. Mais comme vous le savez, ça prend du temps parce que ça prend du temps. Et pour illustrer, Madame la Ministre, c'est vrai que lorsqu'on parle de l'échelle de la région, en réalité, nous qui sommes sénateurs et en contact avec les maires très régulièrement, on s'aperçoit que finalement, eux-mêmes ont un déficit d'interlocuteurs et par rapport à cela. Donc, bien entendu qu'un maire qui rencontre des problématiques, il ne va pas faire appel à la région, à l'équipe la plus performante qu'elle soit. Ce ne sera pas à la région, ça va être dans le département qui va rechercher un soutien, une équipe. Et là, je pense qu'il faut qu'on travaille à l'échelle du département, qui est déjà une grande échelle, et il y a des grandes disparités d'un bout à l'autre des départements. Voilà. Mais c'est cette remarque, vous l'avez entendue, puisque après les masques, on sait que l'expression était plus compliquée et on n'avait pas compris forcément le sens de la question de notre collègue Martine Filleul. Ça n'en est pas moins une très bonne question et vous savez bien que l'augmentation budgétaire ait été significative. Je sais bien qu'il faut aller plus. Je sais qu'il faut aller plus loin et il ne faut pas négliger l'impact financier de ces affaires et puis le plafond d'emploi qui est très 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 strict. C'est une bataille. Chaque ETP est une bataille incommensurable, comme vous pouvez l'imaginer, pour toutes les administrations. Mais j'ai la volonté de porter ces batailles-là parce qu'elles en valent la peine. Donc merci Madame la sénatrice. Merci Madame la Ministre. Alors du coup, on va passer la parole aux deux sénatrices qui suivent, Dominique Vérien et Laurence Cohen. On va prendre vos deux questions en même temps et ensuite on prendra les deux autres sénateurs et sénatrices qui ont demandé la parole.
Alors, Dominique Vérien et ensuite Laurence Cohen. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Madame la Ministre, pour toutes ces présentations. Je me permets de relayer encore un petit peu plus ce que ma collègue Martine Filleul vous a dit sur les réunions autour du préfet. Le préfet ne fera pas si on ne lui demande pas de mettre les parlementaires autour de la table. Donc, c'est mieux si c'est prévu dès l'origine. Éventuellement pas forcément sur la partie opérationnelle, mais au moins sur la partie stratégique, peut-être. Enfin, voilà. En tout cas, je sais que... Alors, ça peut arriver, puisque moi, j'ai cette chance, comme nous travaillons sur le sujet au niveau de la délégation aux droits des femmes, et qu'il y a des réunions régulières, et que je travaille avec une bonne partie des acteurs qui se trouvaient autour de la table. J'ai pu y être associée, mais c'était de façon non conventionnelle, dirons-nous. Donc, c'est mieux si les choses sont précisées. Donc, je me permets d'insister. Sur les délégués aux droits des femmes, il vaudrait mieux en avoir 2 dans chaque département et personne à la région, parce que je confirme ce que disait notre présidente. Sur les aides aux associations, merci beaucoup, parce que dans un département rural, le CIDFF, par exemple, a les moyens d'être en ville, n'a pas les moyens d'être à la campagne. Il lui faut des relais, mais s'il n'a pas de moyens, et déjà même en étant en ville, c'est très compliqué d'avoir une juriste à temps plein, alors que parce qu'on n'a pas beaucoup d'habitants, donc on n'a pas beaucoup de ressources, alors qu'on a vraiment beaucoup de cas. Donc, c'est pas toujours proportionnel. Donc, merci de les regarder de près. Je vais passer à d'autres sujets. La formation, puisque si l'on parle d'égalité filles-garçons et d'égalité hommes-femmes dans le milieu professionnel, il faut la préparer en amont. Et quel travail souhaitez-vous engager, tant avec Monsieur Blanquer que Madame Vidal, pour essayer de faire en sorte que les filières masculines se féminisent et féminines se masculinisent, parce que je pense que c'est dans les 2 sens qu'il faut le voir pour avoir une meilleure répartition. Je ne pense pas plus juste qu'il n'y ait pas une seule femme ingénieure que le fait que bientôt on n'aura plus d'hommes magistrats. Je pense que c'est une vraie réflexion, mais comment le fait-on? Et puis je pense que ça peut être bien, puisqu'on voit bien qu'une profession qui se féminise, c'est une profession qui se paupérise. Étonnamment, les salaires baissent. Ouais. Et ensuite, un autre point que vous n'avez pas abordé, qui est une question dont nous avons débattu plusieurs fois, nous, au niveau de la délégation aux droits des femmes, qui est la prostitution. Dans toutes ces variantes, que ce soit la prostitution étudiante, dont on parle beaucoup en ce moment, mais évidemment la prostitution des femmes immigrées qui peuvent être en gros esclavagisées, clairement. Donc, est-ce qu'il y a des démarches de fait sur le sujet? Voilà. Merci. Donc, Laurence Cohen qui a demandé la parole, et après je vous laisserai répondre. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour vos propos introductifs qui étaient effectivement très complets, qui décrivaient un peu tous les domaines, puisque effectivement l'égalité entre les femmes et les hommes est un sujet transversal. Moi, je voudrais vous interroger plus spécialement, finalement, dans 3 domaines. Le premier domaine, c'est que nous avons vu avec la pandémie le rôle très important des femmes dans un certain nombre de métiers. Je pense notamment à tous les métiers dans le secteur des soins et des liens. Et on a vu combien elles étaient en première ligne en termes de souffrance, de non-reconnaissance, parce qu'effectivement, c'est considéré comme des professions ayant des formations mineures, et donc pas besoin de formation. Qui dit pas besoin de formation spécifique, dit petit salaire. Et petit salaire, effectivement, ça se répercute sur tout le parcours, y compris au niveau des retraites. Y compris également sur des temps de travail morcelés. Ce sont les femmes quand même qui ont le plus de temps partiels qui sont imposés. Et donc là encore, il y a
il y a des conséquences. Donc j'aimerais savoir si vous avez travaillé, j'en suis persuadée, mais enfin, quelles sont vos conclusions, les pistes que vous ouvrez pour essayer vraiment de résoudre ce problème, parce qu'à chaque fois que je pose cette question aux différents ministres du Travail, ils sont toujours assez contents, ou elles sont toujours assez contentes des mesures, mais on est en 2021 et ça ne bouge pas beaucoup. Donc je pense qu'il y a besoin vraiment de mettre tous les acteurs et toutes les actrices autour de la table pour essayer d'avancer sur ce problème. Ma deuxième question, c'est autour toujours de l'égalité professionnelle, et là c'est autour d'une mesure qui a été portée par le gouvernement actuel sur l'index sur l'égalité professionnelle, et en 2020 il y a 96% des entreprises de plus de 1000 salariés qui ont obtenu 75% à l'index et n'ont donc pas eu d'obligation à corriger les inégalités. Pourtant, comme on a pu le souligner, eh bien, les écarts de salaire sont toujours aussi élevés, puisque c'est, je crois, 26% en moyenne, et ça, c'est suivant l'INSEE, la DARES. Donc, il y a eu beaucoup de demandes au niveau des syndicats réunis, d'ailleurs, en mettant en cause le manque de transparence et surtout une auto-évaluation des employeurs que personne ne peut vérifier. Donc, est-ce que là, vous avez effectivement des pistes, ouvert des pistes de travail pour modifier cet état de fait? Troisième élément, c'est toujours au niveau du travail, c'est sur les violences qui sont subies, et on s'aperçoit que les femmes qui sont victimes de violences au travail, eh bien malheureusement pour la majorité d'entre elles, elles perdent leur emploi, soit parce qu'elles démissionnent quand voilà, avec le harceleur qui en général n'est pas sanctionné, soit carrément elles sont licenciées. Donc là encore, j'aimerais avoir votre analyse là-dessus et les pistes que vous pouvez réouvrir. Et ma toute dernière question va dans le sens de celle que Dominique vient de poser, c'est par rapport à la prostitution. Au niveau du Sénat, tout parti politique confondu, nous avons été plusieurs à mener la bataille pour que cette loi soit adoptée. Ça a été compliqué, et maintenant c'est son application, c'est-à-dire qu'il y a très peu de personnes qui sont prostituées, qui voudraient sortir de cette prostitution, qui arrivent à être réinsérées, et on avait vu dans les différents budgets que malheureusement la part mise en termes de moyens était très faible. Donc est-ce que là vous avez pu avancer pour déployer des moyens supplémentaires? Et dans le même ordre d'idée, j'en suis désolée parce que je suis déjà trop longue, mais nous sommes très attentives à la prostitution des mineurs, et très inquiètes et inquiets parce qu'on voit se développer malheureusement cette prostitution vraiment dans tous les territoires, que ce soit en zone urbanisée ou en zone rurale, avec finalement des professionnels qui sont démunis, que ce soit au niveau des enseignants ou au niveau des travailleurs sociaux, face à cette prostitution. Et moi, dans le département du Val-de-Marne, malgré le soutien de la procureure, etc., c'est quand même très compliqué. Donc là aussi, est-ce que vous avez des pistes? Merci d'avance. Merci, mesdames les sénatrices. Il y a juste une remarque que je voudrais faire avant de commencer à vous répondre, madame la sénatrice Vérien. Vos remarques, celles de madame Filleul et la vôtre, me font penser qu'il faut que nous fassions un courrier spécifique au préfet pour leur rappeler qu'il est extrêmement important d'inviter les élus locaux à ces rencontres mensuelles. Mon équipe va prendre ça parce que... Nous ne sommes pas des élus locaux. Non, si vous dites élus locaux, il faut nous oublier. Non. Je sais bien que vous n'êtes pas... Je ne parlais pas de vous, parce que... Évidemment, je ne parlais pas de vous. Je sais bien que vous n'êtes pas des élus locaux. Non, je pensais... Parce que pour nous, c'est une évidence, parce que nous travaillons déjà avec certains maires, mais il me semble important de rappeler au préfet de ne pas oublier de convier les élus locaux. Je ne sais pas si à votre niveau, ce genre de rencontre est intéressante aussi. D'accord.
Donc d'accord. C'est ce qui nous permet de savoir ce qui se passe sur le terrain, justement, puisque, comme vous le savez, nous n'avons plus le droit d'être maire, donc nous ne pourrons pas assister en tant qu'élu local. Oui, d'accord, très bien. Donc nous allons prendre ce sujet et voir comment nous assurer qu'il y ait que l'on n'oublie personne, en tout cas aucun des acteurs importants sur cette question. Vous m'avez interrogé, Madame la sénatrice, sur la culture à l'égalité et la manière dont on peut lutter contre les stéréotypes finalement, parce que je suis complètement d'accord avec vous sur le fait que c'est dès le plus jeune âge que l'on doit pouvoir se saisir de ces questions, et ça commence évidemment à l'école, je dirais même à la maison. Ça n'est même la maison, ensuite l'école, que ce soit l'école maternelle, primaire et ensuite tout au long de la vie. Et je crois que l'une des premières choses qu'il faut que nous commencions par faire, c'est déconstruire les stéréotypes, que ce soit les petites filles, que ce soit les petits garçons. Le sujet que nous avons, c'est que les parents eux-mêmes sont toujours très stéréotypés et les préjugés sont là. Donc on a mené avec Jean-Michel Blanquer un travail important pour faire en sorte que les enseignants soient déjà eux-mêmes formés. On est passé, je crois, de 4 heures à 18 heures de formation sur les questions de la culture à l'égalité, parce que beaucoup d'entre eux n'avaient jamais eu de travail fait sur ce sujet-là. Et on a prévu une prise en charge d'un module de formation dans la formation initiale, mais aussi dans la formation continue de l'égalité, sur l'égalité obligatoire pour les personnels de l'éducation nationale. Et l'année dernière, par exemple, 20 000 enseignants ont pu ainsi être formés à cette culture à l'égalité. Et on a également des conseils de vie au collège il y a le conseil de vie au collège et le conseil de vie au lycée qui est dédié finalement, dont la responsabilité est de faire un diagnostic du travail annuel qui a été fait sur l'égalité. Parce que bien que le ministre donne des directives, après chaque chef d'établissement va appliquer et mettre en œuvre ce qu'il souhaite. Donc ce conseil de vie collégien et lycéen permet justement d'aller plus loin et de s'assurer que ce ne soit pas oublié. Et je peux vous dire des déplacements que j'ai faits dans les collèges, je vais souvent dans les collèges, les lycées, les universités, et je peux vous dire qu'il y a une telle volonté des jeunes filles aujourd'hui de se saisir de ces questions que je sens que les choses sont véritablement engagées. Et puis on a aussi travaillé avec les SNU pour que l'égalité soit également dans les cités éducatives, pour qu'elle soit introduite en termes de thématiques sur tous les sujets transversaux qui sont adressés. Donc voilà les différents sujets que nous avons travaillé avec Jean-Michel Blanquer. Et en ce qui concerne Frédérique Vidal, l'enseignement supérieur, si vous avez commencé à voir la proposition de loi de Marie-Pierre Rixain, on a justement des dispositions dans cette proposition de loi pour augmenter le nombre de jeunes filles qui vont dans certains secteurs qui sont considérés comme complètement genrés. Je pense aux sciences, aux technologies, aux mathématiques, à l'ingénierie, où les entreprises aujourd'hui qui sont par exemple dans les secteurs de l'aéronautique ou du bâtiment me disent « Mais Madame la Ministre, nous on veut bien embaucher des femmes, mais on n'a pas de vivier. Et si on ne prépare pas ce vivier dès l'enseignement supérieur, ce problème va se perpétuer sans fin. » Et puis je voudrais finir sur un sujet qui me tient extrêmement à cœur, c'est les rôles modèles. Si on voit beaucoup de femmes sénatrices, et ben d'autres jeunes filles se diront qu'elles aussi peuvent devenir sénatrices. Si on voit de plus en plus de femmes qui vont dans l'espace, eh bien elles se diront que c'est possible pour elles. Et je trouve que l'un des défis que nous avons, nous les femmes qui avons réussi à percer ce fameux plafond de verre, c'est de parler, raconter, expliquer, aller, que ce soit dans les médias, que ce soit dans la presse, que ce soit dans les écoles, que partout où nous pouvons partager nos histoires et montrer que c'est possible, il faut que nous le fassions. Et il n'y a pas de meilleure loi que les témoignages vivants. Et c'est pour cela que nous avons beaucoup travaillé avec Roselyne Bachelot sur la représentation des femmes dans les médias. Voir des femmes infirmières, des femmes maîtresses d'école, c'est bien, mais il y a aussi des femmes astronautes, il y a des femmes astrophysiciennes, il y a des femmes dans tous les métiers, dans le bâtiment, dans l'automobile, et on ne les voit pas suffisamment. Et donc cette représentation est également aussi importante pour déconstruire les stéréotypes.
Vous m'avez, Madame la sénatrice, également interrogé sur la question de la prostitution. Et c'est une question qui est évidemment extrêmement importante, non seulement pour nos jeunes filles, parce que la prostitution est de plus en plus importante et de plus en plus jeune, mais également sur les questions des femmes migrantes. Et cette question, elle me permet de rappeler d'abord que la France est l'un des rares pays, avec la Suède, à avoir totalement assumé sa position abolitionniste. Et on a, vous avez voté en 2016 cette loi pour protéger les victimes du système prostitutionnel. Et le gouvernement a décidé qu'il y aurait dans chaque département une commission départementale dont l'objectif est de lutter contre la prostitution. Et nous avons constaté l'année dernière que tous les départements n'étaient pas très avancés sur ces questions. C'est un euphémisme. Et et là encore, si la loi dit une chose et que l'application sur le terrain n'est pas à la hauteur, nous n'y arriverons jamais. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, dans ce cadre, on a décidé de soutenir de manière beaucoup plus volontariste déjà les associations qui, au niveau national ou local, travaillent sur des conventions pluriannuelles. Et on a déployé 595 000 € en 2021 qui sont allés à des structures comme l'ALC, comme l'Amicale du Nid, comme le mouvement du Nid ou le CCEM. On a également décidé de financer l'allocation financière d'insertion sociale et professionnelle, l'AFIS, que vous connaissez, à hauteur de 1 140 000 €. Et vous le savez, elle s'adresse en particulier aux femmes migrantes. Et au niveau local, on a déployé plus de 2 millions d'euros pour, là encore, soutenir les associations qui travaillent directement sur le terrain avec les femmes en situation de prostitution. J'ai fait des maraudes, je me rends compte combien c'est compliqué. C'est un sujet extrêmement complexe et l'État seul ne peut pas gérer, mais les associations sur le terrain font un travail remarquable. Donc si les associations font leur travail et que derrière cela nous avons des préfets et dans les départements ces commissions, l'objectif étant que dans chaque département d'ici la fin de cette année, si je ne m'abuse, nous ayons une commission et que cette commission se réunisse, parce que parfois elle existait mais elle ne se réunissait pas, c'est un travail titanesque. Et un comité national de suivi, parce qu'on a bien vu que ça ne fonctionnait pas si bien que ça sur le terrain, on a réuni un comité national le 15 février 2021 qui comprenait toutes les directions d'administration centrale concernées par la loi et les associations spécialisées. Il y a eu une circulaire interministérielle qui est actuellement en train d'être travaillée avec le ministère de l'Intérieur pour harmoniser la mise en œuvre de la loi de 2016 sur le terrain. Et à cela, Adrien Taquet et moi, nous avons, il y avait la conférence des familles cette semaine et c'est un sujet qui est encore revenu sur la table. Et on a décidé d'avoir un plan très ambitieux pour protéger les mineurs qui s'adonnent à la prostitution. Mais nous sommes bien conscients que nous pouvons mieux faire sur cette question-là et nous allons continuer de travailler dessus, évidemment. Madame la sénatrice Cohen, en ce qui concerne la question que vous m'avez posée sur le sujet économique, moi, c'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur parce que, comme je disais Lalimi, je crois que l'émancipation des femmes passe par leur autonomisation économique et financière. Et il y a déjà quand même certaines choses qui ont été faites et qui fonctionnent. L'index est l'une de ces choses-là. On va y revenir parce que vous m'avez posé... Mais quand même, reconnaissons que l'index, il ne faut pas oublier qu'il a été mis en place en 2018 et que 2019 et 2020 ont été une année particulière et malgré ça, les entreprises ont commencé à s'en saisir. Est-ce que les résultats sont parfaits? Non, mais je sens bien qu'il y a une progression. Je sens à chaque fois que je parle de l'index que les entreprises frémissent un peu. Donc elles ont bien compris que c'est au-delà du fait que ce soit obligatoire, il y a le regard de leurs employés sur la manière dont ces index sont utilisés ou pas.
pas. Et puis, il y a également la PPL RIC5 qui est en cours, qui va renforcer cet aspect économique et professionnel pour les femmes. Mais j'avoue que je partage évidemment votre diagnostic, et particulièrement en ce qui concerne la situation des femmes suite à la crise sanitaire dont nous ne sommes pas encore sortis. Les femmes ont été en première ligne de cette crise, et particulièrement parce qu'elles occupent ces métiers qui ont été absolument essentiels et indispensables. Je pense notamment au fait qu'il y a plus de 85% de femmes dans les métiers de la santé, qu'il y a plus de 85% de femmes dans les métiers des EHPAD. Elles sont dans l'éducation, elles sont dans la propreté, elles sont dans la distribution. Et c'est à ce titre d'ailleurs que moi j'étais extrêmement heureuse de voir l'effort considérable qui a été fait par Olivier Véran pour augmenter le salaire dans le Ségur, augmenter le salaire des métiers dans la santé. On a, je crois que c'est pas loin de 200 € par net par mois qui ont été octroyés aux professionnels de la santé, qui ont surtout bénéficié aux infirmières et aux aides-soignantes. On a également, justement parce que la crise a jeté une lumière très crue sur les inégalités salariales, en fait les métiers occupés par les femmes sont les moins payés, les moins reconnus et les moins valorisés. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'Elisabeth Borne est en ce moment en train de travailler avec les partenaires sociaux pour revaloriser d'un point de vue financier les travailleurs de la seconde ligne. Et évidemment, il faut que nous ayons une mobilisation des partenaires sociaux parce que là encore une fois, seul on n'y arrivera pas. C'est quand même un peu dommage qu'on ait attendu la crise sanitaire pour se rendre compte que les métiers essentiels étaient les métiers portés par les femmes. Vous avez également, Madame Cohen, mentionné la question sur l'index des égalités professionnelles, et je vois votre doute quant à son bon fonctionnement. Mais au moins, nous avons un outil. Jusqu'à 2018, nous n'avions pas d'outils pour pouvoir piloter cette égalité salariale entre les femmes et les hommes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a étendu l'obligation de transparence de par les entreprises et d'avoir tous les sous-indicateurs qui soient publiés pour qu'il n'y ait pas d'arbre qui cache la forêt. Qu'on n'ait pas une très très bonne note parce qu'on est très très bon par exemple sur l'augmentation de salaire des femmes et qu'on oublie tous les autres index comme le fait de ne pas augmenter les femmes qui rentrent de congé maternité. Maintenant, il faut reconnaître que c'est un index qui est récent, que tout le monde doit s'en emparer, que pendant la crise sanitaire, ça a été extrêmement difficile et évidemment, nous attaquer aux entreprises qui ne sont pas arrivés à la note moyenne de 85. Et je crois que dans un souci de stabilisation, il était important de le laisser vivre, surtout dans une période aussi complexe que celle que nous avons traversée. Et est-ce qu'il faut le faire évoluer ? Personnellement, je pense que oui. Est-ce que c'était le bon moment de le faire l'année dernière ? Certainement pas, parce que je ne voulais pas qu'il y ait de levée de bouclier. Et j'avais déjà d'ailleurs entendu les entreprises nous dire « Est-ce qu'on peut ne pas travailler sur l'index cette année ?» Déjà, on n'a pas cédé parce qu'il faut qu'il y ait une continuité d'exécution. Mais au bout de 2018, 2019, 2020, pour les entreprises de 50 salariés, c'est seulement l'année dernière qu'elles ont commencé à publier. Donc, est-ce qu'il faut l'améliorer ? Est-ce qu'il faut progresser ? Oui. Est-ce qu'il faut le suivre et le contrôler ? Oui. Est-ce qu'il faudra le faire évoluer dans le temps ? Très certainement. Mais pour l'instant, je crois qu'il est important de le stabiliser. Merci Madame la Ministre. Donc je pense qu'on était en suspens. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié. Sur la question des violences au travail. Alors ça aussi c'est une question extrêmement importante parce que, bon, vous le savez, moi j'ai passé 30 ans dans le monde professionnel et souvent j'ai constaté que les personnes qui harcelaient étaient les personnes qui avaient le plus de pouvoir dans l'entreprise. Et quand vous tenez à votre travail, c'est extrêmement difficile d'aller dénoncer.
C'est ça la vérité. On n'a pas envie de perdre son travail, on n'a pas envie d'être stigmatisé, on n'a pas envie d'être celui qu'on pointe du doigt comme le fauteur de troubles, ou souvent la fauteuse de troubles. Et c'est pour ça que c'est un volet essentiel de lutte contre les violences. On a pris dans la loi de 2018, la loi du 5 septembre 2018, des mesures fortes par rapport à ça. D'abord, les entreprises ont l'obligation maintenant d'avoir des référents violences en leur sein, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Il y a également une obligation d'information des salariés et il y a aussi des guides spécifiques qui ont été produits pour que les salariés puissent parler. Mais certains salariés ne veulent pas parler au sein de l'entreprise, ils préfèrent le faire à l'extérieur de l'entreprise. Et c'est pour ça que nous soutenons une association qui s'appelle FNACAV, c'est ça ? L'association qui accompagne. Oui. Non, pas seulement le laboratoire de l'égalité. Il y a une association qui lutte spécifiquement, la VFT, merci beaucoup, qui lutte spécifiquement contre les violences qui arrivent au sein du monde du travail et avec laquelle nous avons renoué, parce que les liens s'étaient distendus. J'ai eu de longues discussions avec Marilyn et nous avons recommencé à travailler de manière un peu plus forte. Voilà, ce sont des personnes extrêmement mobilisées qui ont un réseau d'avocats et de juristes incroyable. Et donc, nous travaillons avec elles pour faire en sorte que quand les personnes n'ont pas ni la force, ni le courage, ni l'envie de parler au sein de l'entreprise, elles puissent s'appuyer sur ces associations. Et c'est un sujet que nous avons également traité, évidemment, dans le cadre du Grenelle. Et je peux vous dire, il y a encore quelques semaines, j'étais en échange avec 5 entreprises, de la plus grande aux plus petites, qui ont décidé de s'impliquer personnellement sur ces questions et donc d'aller plus loin que les mesures que nous avons prises. Certaines ont offert des places d'hébergement pour accueillir les femmes qui étaient victimes de violences. Il y a les espaces de parole qui ont été mis en œuvre. Il y a ces référents dont je parlais tout à l'heure. Et les entreprises, bien qu'elles se saisissent de ces questions, nous disent quand même c'est pas notre rôle, on veut pas s'immiscer dans la vie privée de nos salariés. Oui, sauf que certaines reconnaissent aussi qu'elles ont des agresseurs parmi elles et que donc si elles ne s'en saisissent pas, c'est aussi l'image de l'entreprise qui peut être impactée. Donc là aussi, il y a un véritable changement de mentalité et je pense que nous sommes dans le bon chemin, mais encore une fois, on voudrait que ça aille plus vite, mais on est quand même bien. En tout cas, la prise de conscience est là et on avance progressivement. Et pour terminer, parce que moi aussi je suis très longue du coup, sur la prostitution des mineurs, vous le savez certainement, Adrien Taquet a lancé en 2020 un groupe de travail interministériel qui regroupait à la fois des experts et des associations. Et suite au rapport qui a découlé de ce groupe de travail, eh bien, il va y avoir un plan très ambitieux qui va être annoncé dans quelques temps. Le phénomène prostitutionnel est devenu de plus en plus insidieux parce que avant on pouvait le détecter quand les jeunes filles allaient dans les hôtels, au moins on se rendait compte que peut-être il y avait un problème d'âge, etc. Maintenant, avec les réseaux sociaux, avec les réseaux Airbnb, etc., tout peut se faire de manière extrêmement cachée. Donc c'est pour ça qu'on a financé une étude justement pour mieux analyser cette prostitution qui est de plus en plus jeune et qui passe par Internet. Et c'est aussi pour ça que nous finançons l'Amicale du Nid, par exemple, qui va vers ces jeunes et qui a des discussions avec eux pour faire de la prévention. Et voilà la manière pour l'instant dont nous nous saisissons de ces questions. Et vous avez parlé mais pas une date, le plan va être connu à quel moment, vous savez pas? Alors, c'est Adrien Taquet qui le porte, donc je n'ai pas, mais on peut revenir vers vous là-dessus. Oui, on va revenir vers vous, on va prendre ce point et revenir vers vous avec la réponse. Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole aux 3 sénateurs, sénatrices qui l'ont demandé, dans l'ordre Jean-Michel Arnaud, Patricia Desmas et Hussein Bourgui. Oui, Madame la Présidente, merci. Madame la Ministre, je serai très bref puisque l'heure avance. Je vous remercie d'abord de votre exposé complet. Je souhaiterais revenir sur... Oui. Désolée, Monsieur le Sénateur, parce que c'est très, très, très important.
c'est très important. Souvent, les femmes qui sont victimes de violences sont très dans une grande précarité financière. Et je voulais juste rappeler qu'on a mis en place le déblocage de l'épargne salariale. Et aujourd'hui, c'est 460 000 € qui ont été débloqués pour aider les femmes qui, lorsqu'elles quittent le foyer et qui sont démunies financièrement, eh bien, c'est à nous le nouvel élément qui permet de débloquer l'épargne salariale pour leur permettre de se relancer dans la vie. Voilà, je vous le dis parce que c'est quelque chose parfois qu'on oublie et puisque vous êtes un relais important aussi, je voulais juste le préciser. Je vous prie de m'excuser, monsieur le sénateur, je vous rends la parole. Je vous en prie, vous êtes ici chez vous. Je souhaitais poser deux questions précises. La première sur un des points que vous avez signalé parmi d'autres d'avancée dans l'action gouvernementale, le service public de paiement des pensions alimentaires. Avez-vous à ce jour des éléments d'évaluation de l'effectivité de la mise en œuvre de ce service public de paiement? J'ai cru comprendre que sur le terrain, les choses n'étaient pas aussi concrètes qu'elles ne sont affichées aujourd'hui. Deuxième sujet, pour revenir à l'intervention des deux collègues au tout début de l'audition, oui, nous avons besoin d'une participation active à la fois des parlementaires et aussi des élus locaux au comité de coordination locale. Et je vous invite, comme cela se fait très régulièrement dans les commissions de consultation, les commissions de travail, dans le cadre départemental, à saisir le réseau des associations départementales de maires pour que, pour la partie élue locale, il puisse vous être fait des propositions. Et généralement, les présidents de ces associations départementales connaissent suffisamment bien le terrain pour faire en sorte que non seulement ces commissions puissent être mises en œuvre, mais qu'elles puissent vivre et qu'on puisse avoir effectivement des élus particulièrement férus sur ces questions qui y participent. Troisième observation, ce sera la dernière. Je me permets de vous faire part de mon étonnement quand je vois les chiffres que nous vérifierons, notamment à la commission des finances et puis avec les commissions concernées sous le regard particulièrement attentif de la délégation, des augmentations de budget importantes, plus 40% avez-vous annoncé et plus 25% pour 2022, 40% en 2021, 25% en 2022, parce que quand on discute et qu'on interroge les acteurs de terrain, on se demande où vont ces augmentations, puisque cela a été dit tout à l'heure de manière assez forte, les moyens ne sont pas forcément toujours déployés, même à l'os, a fortiori avec un peu plus de chair, de manière beaucoup plus compliquée. Et de surcroît, lorsque les moyens sont développés, notamment dans les territoires ruraux, cela se fait essentiellement sur la concentration des 2 ou 3 villes importantes du département, avec vraiment un no man's land complet en matière d'intervention, puisque le réseau associatif ne se déplace pas pour les mêmes raisons financières dans les zones de ruralité profonde. Et donc on a vraiment une gestion à double, à triple étage, particulièrement préjudiciable pour les femmes rurales. On l'a évoqué dans nos travaux et dans le rapport de l'année sur femmes et ruralité au sein de notre délégation, puisque ça a été le fil directeur de nos travaux durant toute l'année. Et sur ce point particulier, sur finalement la solitude d'un certain nombre de femmes dans les zones rurales, je voulais également savoir si vous aviez des éléments d'évaluation sur les offres finalement de déplacement et de logement d'urgence pour les hommes violents, afin que les femmes, notamment les agricultrices victimes de ces violences, puissent rester dans leurs fermes. Merci. Patricia Desmas. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Ministre. Effectivement, grand nombre de questions ont déjà été posées et je rejoins la question de mon collègue sur la situation des femmes en milieu rural et l'isolement aussi des élus. Et vous l'avez justement dit, les maires sont les premiers aiguilleurs, entre guillemets, de la détresse, mais aussi les médecins de famille. Lorsque les territoires ont la chance d'en avoir. Et aujourd'hui se pose effectivement l'isolement de ces femmes, mais aussi l'isolement des élus en matière d'information et de formation, parce que en situation d'urgence, l'urgence c'est de ne pas perdre de temps et l'urgence c'est d'apporter des réponses. Alors quelles sont-elles ?
comment cela peut se traduire en milieu rural? Ça, c'est ma première question. La seconde serait celle de la formation et à la fois des élus pour ne pas perdre dans cette lisibilité des procédures et dans la complexité qu'elles ont, et aussi la formation de ces femmes en milieu rural, puisque l'isolement et les situations sont souvent génératrices de dépendance. Quelle formation peut être distillée sur le terrain, quelles aides aussi pour ne pas, pour sortir de ce cercle-là, sont autant de pistes de travail effectivement sur lesquelles je souhaiterais aussi vous interroger pour avoir cette lisibilité de terrain, puisque malheureusement le maillage du territoire en milieu rural est vraiment là le talon d'Achille des élus et des femmes malheureusement qui souffrent de telles situations. Malheureusement, on constate des zones blanches dans le monde rural où il n'y a pas d'acteurs identifiés, implantés sur le territoire. Lorsque des violences surviennent, lorsque des femmes sont victimes de violences, lorsque des femmes avec des enfants sont victimes de violences, s'offre à elles l'alternative suivante. Vous quittez votre territoire pour aller dans la structure susceptible de vous accueillir et de vous héberger, et elle est souvent éloignée à 3/4 d'heure, 1 heure et demie de route. Et beaucoup de femmes finissent par renoncer à cette proposition pour ne pas éloigner les enfants du lieu de scolarisation et pour ne pas s'éloigner elles-mêmes du lieu où elles travaillent. Des élus locaux, des élus très engagés, très impliqués sur ce sujet, ont imaginé des solutions dont nous avons parlé, qui consistaient parfois à réaffecter les logements de fonction qui existaient dans les établissements scolaires, ce qu'on appelait les logements de fonction mis à disposition des enseignants ou des directeurs d'école, pour les mettre à disposition des femmes éventuellement victimes de violences. Et là-dessus, ces élus ont été alertés sur ce risque, disant l'idée est séduisante, mais si jamais vous hébergez une femme victime de violence dans cet endroit-là, le conjoint violent saura où la trouver plus facilement, pourra venir éventuellement l'agresser, voire attenter à ses jours. Donc il y a une réflexion, et lorsque je rencontre des élus ruraux sur le territoire, ils me disent quelle solution vous pouvez nous proposer en la matière, parce qu'effectivement l'éloignement ne satisfait pas. Et le fait de ne pas avoir une structure dédiée à l'échelle intercommunale ou à l'échelle du territoire nous manque. Comment on peut être accompagné? Nous sommes des petites communes avec peu de moyens, mais nous ne nous résignons pas à laisser des femmes en détresse dans cette situation-là, à savoir pas de propositions protectrices et fonctionnelles sur nos territoires. Vous savez, le sujet des violences dans le monde rural, c'est un sujet que nous avons identifié parce que souvent il y a un manque de services publics qui fait que c'est encore plus compliqué. Il y a le fait que tout le monde connaît tout le monde. Il y a l'isolement, les problèmes de mobilité. Nous l'avons déjà identifié et c'est pour ça qu'on a travaillé sur les dispositifs associatifs qui peuvent exister, parce que là, pour le coup, le aller vers et l'être le plus proche, c'est la clé la plus importante. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, avec Joël Giraud, nous avons annoncé, justement, au congrès, que nous allions faire un appel à projet. On va mettre à disposition 1 million d'euros pour accompagner toutes les associations qui travaillent soit sur les questions des violences intrafamiliales, soit pour celles qui ont des projets pour les projets économiques, créer une entreprise, aider une entreprise à se développer, etc. Et moi, je suis prête à regarder toutes les propositions que vous pourriez avoir, toutes les idées que vous pourriez avoir pour aller auprès de ces femmes. Et on a, par exemple, aussi augmenté les subventions aux EVARS et au CIDFF, justement pour améliorer le maillage territorial et éviter qu'il y ait tous ces trous dans la raquette. Et on a financé aussi des dispositifs comme les bus itinérants. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, parce que c'était aussi pour rompre avec cet isolement et faire en sorte que, si ces femmes ne peuvent pas venir à nous, que nous allions à elles. Et je constate aussi qu'il y a une forte coopération entre les acteurs locaux et à chaque fois que nos services nous parlent de ces difficultés,
difficultés, je leur demande de trouver une solution locale, pas de compter sur mais vraiment de nous proposer quelque chose. Et ça nous permet aussi de voir où il y a des trous dans la raquette, si vous me permettez cette expression très familière. Je vais vous avouer quelque chose, mais peut-être que vous l'aviez déjà identifié. Dans l'agenda rural, la question des femmes avait été oubliée. Ça en dit long sur d'où nous venons et tout ce qui nous reste encore à faire. Et c'est pour ça que, vraiment, moi, je serais très heureuse si, monsieur le sénateur, vous avez déjà, et vous toutes et tous ici, si vous avez des idées plus spécifiques de choses que nous pourrions faire, moi, j'y serais extrêmement attentive. Monsieur le sénateur Arnaud, où va l'argent ? C'est une excellente question. Quand je disais tout à l'heure que nous avons utilisé 98% de notre budget, nous l'avons bien utilisé pour les personnes qui sont victimes de violences. Maintenant, peut-être que ça n'est pas aussi visible que cela pour tout le monde. Et je vais vous dire plusieurs choses. D'abord, on a fait une expérimentation qui a été lancée sur... Je vais d'abord parler des questions d'hébergement parce qu'elles sont assez essentielles. Il y a une expérimentation qui a été lancée lors du premier confinement avec le groupe SOS. On a mis en place une plateforme de solutions d'hébergement qui permet en fait de savoir où il y a des places disponibles et plutôt que ce soit les femmes qui partent, comme souvent ça arrive, eh bien que ce soit les auteurs de violences qui quittent le domicile et que les femmes et les enfants restent sur place. Alors bien sûr, c'est une décision qui doit être prononcée par le juge. Là aussi, c'est quelque chose d'assez nouveau, donc tout le monde ne s'en est pas encore complètement emparé, mais c'est quelque chose qui commence maintenant à rentrer dans les mœurs, donner la possibilité aux femmes de rester quand elles le veulent et donner la possibilité que ce soit les hommes qui partent quand c'est un choix. Parce que beaucoup de femmes ne veulent pas partir. Et ça, on en vient à la question de l'emprise. Mais en tout cas, leur donner la possibilité de choisir. Et cette solution, justement, elle permet aux victimes de faire un cheminement quand elles sont sous emprise et qu'elles ne décident pas de partir, et bien que le juge puisse prononcer l'éviction du conjoint violent, ça aide énormément. Et cette expérimentation, on l'a évidemment pérennisée après la période de confinement quand on a vu qu'elle finançait bien. Et on a aussi décidé de financer une ligne qui s'appelle « Ne frappez pas », qui est une ligne, lorsqu'on sent la violence monter, eh bien que les auteurs de violence puissent appeler cette ligne et avoir un accompagnement, si je puis dire, psychologique pour éviter qu'on en arrive à des situations dramatiques. Et c'est la FNACAV, je ne sais pas si vous connaissez cette structure, c'est la FNACAV qui s'occupe de cette ligne et qui prend en charge les auteurs. Vous les avez reçus ? D'accord. Où va l'argent ? Il est aussi allé sur les centres de prise en charge des auteurs de violences, parce que c'est des structures qui n'existaient pas du tout jusque maintenant. Et je rappelle qu'on en a créé plus de 20 l'année dernière et qu'on en aura une trentaine d'ici la fin de l'année. Où va l'argent ? Il est allé aussi dans la création du 3919, pas dans la création, mais dans l'extension de la ligne du 3919. Et où va l'argent ? Il va dans le soutien des associations qui sont têtes de réseau, comme la Fédération nationale Solidarité Femmes, mais pas que. Il y a beaucoup d'autres associations. Mais si vous me posez la question, c'est peut-être que nous devrions être plus clairs et plus transparents sur ce sujet-là, parce qu'encore une fois, on ne laisse aucun euro de côté et si vous souhaitez que nous le creusions davantage et que nous vous donnions davantage de détails, nous nous tenons évidemment à votre disposition. Et ça figurera, quoi qu'il en soit, dans le document de politique transversale où vous verrez chaque ligne de l'utilisation de ce budget. Je serais preneur, en fait, d'une analyse département par département, certains ministères le font. Oui. Évidemment, oui. On a des crédits, vous avez des crédits transversaux à la fois, sur l'administration centrale,
Le micro. On l'a dit, pardonnez-moi, on l'a dit peut-être un peu trop déconcentré vers le niveau régional, mais qu'on puisse savoir. Et il y a des opérations concrètes, des réponses et des financements d'appel à projets dans les territoires, ce qui nous permettrait d'ailleurs d'avoir une sorte de compilation des expériences et peut-être des retours d'expérience qui peuvent être d'ailleurs dupliqués dans d'autres territoires. Donc c'est une suggestion que je vous formule. Je le prends. Je prends ce point-là et je vais regarder avec nos équipes comment nous pouvons vous fournir cela. Je vais venir maintenant, monsieur le sénateur, sur la question des pensions alimentaires. Elle est importante parce que on sait aujourd'hui que dans notre pays, 30% des pensions alimentaires ne sont pas payées ou elles sont payées de manière parcellaire et c'est toujours très compliqué et très irrégulier. Et pourtant, c'est un droit parce qu'une fois que c'est prononcé par la justice, on ne devrait pas avoir à courir après cela. Mais rappelons que pour les familles monoparentales, les pensions alimentaires, c'est pas loin, c'est entre 18 et 20% du budget. Donc quand ça n'est pas payé, c'est extrêmement difficile. Et c'est pour cette raison que, suite à l'annonce qui a été faite par le président de la République, Olivier Véran et Adrien Taquet ont mis en place ce service des pensions alimentaires. Et depuis le 1er janvier 2021, nous avons eu il y a eu 45 000 demandes qui ont été déposées auprès de la Caisse des allocations familiales. Il y en a 17 500 qui ont été intermédiés et 11 500 qui reçoivent l'allocation de soutien familial. Et vous avez raison, ça n'a pas pris autant, de manière aussi importante que nous l'aurions souhaité. Et c'est la raison pour laquelle on veut aller plus loin et on va systématiser le paiement par la Caisse d'allocation familiale de ces pensions alimentaires dans le futur PLFS. Qu'est-ce que j'ai dit? PLFSS. J'ai oublié un S. Est-ce qu'il y avait... Oui, il y avait la question de Madame la sénatrice Patricia Desmas. Alors, moi, je crois que la question de la formation est évidemment absolument cruciale et je me rends compte d'ailleurs, y compris dans les métiers où on aurait pu penser qu'il y avait un certain savoir-faire, une certaine connaissance, y compris dans les métiers comme la santé, dans les métiers... fondamentaux, il y a aujourd'hui une défaillance. Et c'est pour ça qu'en lien avec le centre Hubertine Auclair, nous avons décidé de travailler sur des modules de formation qui vont aller vers les élus sur différentes thématiques, sur les questions des violences, sur l'égalité économique et sur la culture de l'égalité. Je suis désolée de vous le dire et je le dis en même temps avec beaucoup d'humilité, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le sport, enfin dans beaucoup de secteurs, la culture de l'égalité aujourd'hui n'existe pas. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on a décidé de renforcer le travail de la MIPROF, dont aujourd'hui le travail le plus important qui se fait, c'est sur la formation des professionnels. Quand on dit qu'il faut augmenter le nombre d'ordonnances de protection, si les avocats ne le savent pas, s'ils ne les requièrent pas, eh ben on n'avance pas. Donc nous sommes, on parlait aussi tout à l'heure de la justice, il y a eu énormément de formations qui ont été faites à destination des métiers de la justice. Il y a une prise de conscience sur ces sujets qui n'existaient pas et donc il faut former et équiper les personnes qui en sont responsables pour qu'elles puissent correctement faire leur travail. Et puis en ce qui concerne, Madame la sénatrice, la situation des femmes rurales, évidemment, il y a des dispositifs qui sont mis en place pour l'insertion professionnelle et pour notamment les aider dans la création de l'emploi ou de leur entreprise. Elles sont financées aujourd'hui par notre ministère. Demain, elles vont être financées par le ministère de Jacqueline Gouraud, et je vous le disais tout à l'heure avec Joël Giraud, nous avons lancé cet appel à projet. Il concerne à la fois les violences mais également l'émancipation économique. Et on a également travaillé avec BPI France et les différents CIDFF avec pour objectif de favoriser, pas favoriser parce que je ne veux pas faire penser qu'on veut davantage favoriser une rien, mais on s'est rendu compte que le financement des entreprises portées par les femmes était très souvent défaillant
en comparaison avec les entreprises créées par des hommes. C'est une vérité. Donc, factuellement, les chiffres prouvent que les fonds d'investissement, par exemple, il n'y a que 3% des fonds d'investissement les plus importants en France qui investissent sur les entreprises créées par les femmes, alors même que l'on sait que ces entreprises sont aussi performantes, aussi résilientes. Et donc là aussi, il y a un biais discriminant sur lequel nous travaillons avec la BPI et avec le CIDFF. Et par ailleurs, parce qu'on avait identifié cette difficulté, on a décidé de créer un guide de l'entrepreneuriat au féminin, entre guillemets, que nous avons mis à disposition des femmes. Et on a également des réseaux professionnels pour les femmes comme celui que vous connaissez certainement, Femmes et Territoires, avec lesquelles nous travaillons et nous avons décidé de les subventionner aussi parce qu'elles font un travail absolument remarquable. Parce qu'il y a une chose sur laquelle on est d'accord, c'est que le travail effectivement des associations sur ces questions-là est absolument indispensable et très important. Et nous avons financé dans un appel à projet avec Femmes et Territoires un sujet d'autonomisation économique qui, semble-t-il, fonctionne plutôt bien aujourd'hui.